Hello et bienvenue à tous dans ce 72e numéro du Rétro. Sans plus attendre, commençons en remerciant tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui permettent de continuer la grande aventure des NBA Stories. Nous proposons un travail de recherche et d'interview de plus en plus important. Si vous appréciez ce projet et que vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, sachez que vous pouvez désormais offrir un tip directement depuis YouTube en cliquant sur le cœur sous cette vidéo. Même le plus minime soutien est grandement apprécié. Merci à tous. Cet épisode vous est présenté par le fidèle partenaire des NBA Stories, Team Retro US. Située au cœur du 9e arrondissement de Paris et sur internet, cette boutique est le lieu de rendez-vous pour les adeptes de produits vintage. Des maillots aux shorts, la sélection est grande, avec des produits que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Rudy, fondateur de Team Retro US, est un passionné de balle orange autant qu'un fan des NBA Stories. Cadeau de sa part à nos abonnés, montrez cette vidéo en boutique et obtenez 10% de réduction. 3, 2, 1, we have a new NBA champion. So it took the New York Knickerbockers 1,858 games to win a championship. New York, 8 mai 1970. C'est dans leur antre du Madison Square Garden que les New York Knicks atteignirent le Graal ce soir-là. 24 longues années après sa création, voilà que l'équipe de la grosse pomme ouvrait enfin son armoire à trophées. Jusqu'au début des années 70, les Knicks n'avaient encore jamais été synonymes de victoire. La franchise new-yorkaise fut pourtant la toute première à rejoindre la ligue en 1946. Mais à une époque où la NBA ne contenait que pourtant peu d'équipes, les Knicks n'avaient jamais réussi à tirer leur épingle du jeu. Au début des années 50, l'équipe orange et blanche perdit 3 finales consécutives. Lors de la décennie suivante, elle manqua les playoffs 7 saisons de suite, un exploit pour une ligue encore si modeste en compétition. Pendant que les voisins de Boston débouchaient champagne après champagne, les New-Yorkais n'avaient rien eu à se mettre sous la dent jusqu'en 1970. Avec Willis Reed, Dave DeBusschere ou encore Walt Frazier, les Knicks étaient enfin constitués une armada de poids. En 1973, l'équipe retrouva les sommets en humiliant les Lakers. Avec désormais 2 titres à leur palmarès, l'anomalie semblait résolue. Les New York Knicks, franchise du plus grand marché du pays, allaient enfin s'imposer comme un poids lourd de la NBA. Et pourtant... Après le titre de 1973, les Knicks soufflèrent le chaud et le froid. Entre piètre saison et élimination express en play-off, l'équipe était retournée dans l'ombre de la NBA. Finalement, les Knicks étaient à l'image de leur ville. People once called New York Fun City. Now the police and firemen's unions in New York are calling it Fear City. À partir du milieu des années 70, New York, autrefois symbole de grandeur, était en décadence totale. Ruinée, la ville connaissait un taux de criminalité énorme, complet à de nombreux conflits sociaux. Central Park devint un repère de toxicomanes, Times Square un haut lieu de la prostitution. Plusieurs quartiers comme Harlem ou le Bronx prirent l'allure d'une zone de guerre. Pour la première fois de son histoire, New York faisait plus fuir que rêver. Entre 1970 et 1980, la plus grande ville américaine avait perdu près d'1 million d'habitants. Good evening. This is the trading floor of the New York Stock Exchange, the nerve center of American capitalism. $350 Swiss. Zurich 23, Citibank. Si un mot doit définir New York, c'est bien celui de résilience. Les années 80 furent celles de l'explosion de Wall Street et de ses Golden Boys. Des projets d'envergure reprennent à Manhattan. Les immigrants du monde entier rêvent à nouveau d'apercevoir la statue de la liberté. Sur la 5e avenue, le dynamisme de la ville résonnait jusqu'au bureau de la NBA. Lorsque David Stern fut élu commissionneur en 1984, il trouva une compétition en pleine renaissance. Les difficiles années 70 s'éloignaient. Avec Magic Johnson et Larry Bird, la ligue était désormais sur toutes les lèvres. La stratégie de Stern était simple, mais ô combien efficace. Miser sur les joueurs plutôt que les équipes. Certes, mais encore faut-il que les joueurs soient dans la bonne équipe. Contrairement aux compétitions européennes, les ligues majeures américaines sont des entreprises privées, dont le but premier est de s'enrichir. Pour qu'un tournoi passionne le public, rien de mieux qu'une égalité de chances entre les équipes. Aux États-Unis, les ligues majeures fonctionnent donc sur un système inconnu au vieux continent, la draft.
C'est en 1935 que la NFL décida d'adopter cette pratique. Après 15 ans d'existence, cette ligue avait bien trop souvent vu les mêmes équipes sur le devant de la scène. Au début des années 30, le talentueux joueur universitaire Stan Koska avait déclenché une guerre entre plusieurs franchises pour acquérir ses services. Afin de prévenir une nouvelle situation de ce genre, la NFL lança en 1936 la première draft officielle du sport américain. Cette cérémonie permettait aux plus mauvaises équipes de la saison passée de choisir les meilleurs joueurs universitaires tour à tour. Ainsi, les faibles auront la chance de s'améliorer pour devenir victorieux dans un futur proche. Ce concept fut un succès et adopté successivement par la NBA, la NHL, puis la MLB. Lors de la jeunesse de la NBA, les équipes sélectionnaient l'une après l'autre jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun prospect. Cela occasionnait des soirées interminables à plus de 20 tours. En 1974, ce nombre fut réduit à 10. Mais qui avait donc la primeur de choisir en première sélection ? De 1956 à 1965, une règle, le territorial pick, permettait de sélectionner en priorité un joueur de la région d'une équipe en question. Cela fut annulé en 1965 afin d'être remplacé par un simple jeu de pile ou face. Lorsque David Stern prit les commandes de la NBA en 84, la ligue se remettait tout juste d'années 70 très difficiles. Puisque sa stratégie marketing continuait à mettre en avant les joueurs, pourquoi ne pas faire de la draft, alors une obscure cérémonie, un événement télévisé d'envergure ? Today, live from the Felt Forum in New York City, the USA Network presents the 1984 NBA College Draft. We paid the USA Network to produce the draft. That's how difficult it was to get an audience for it. Avec Hakeem Olajuwon, Michael Jordan, Charles Barkley et tant d'autres, la draft NBA 1984 est considérée comme l'une, sinon la, toute meilleure de l'histoire. Et pourtant, lors de sa diffusion, cet événement était loin d'avoir passionné les foules. Beaucoup de joueurs, Michael Jordan en premier lieu, ne furent même pas présents physiquement lors de la cérémonie. Pour David Stern, la NBA devait proposer un salivant spectacle sur, mais aussi en dehors des cours. La draft 1985 est considérée comme un tournant majeur dans l'histoire de la ligue. Tout d'abord, le nombre de tours fut réduit à 2, un chiffre encore d'actualité. Mais surtout, au lieu d'un rapide jeu de pile ou face pour découvrir le premier choix, Stern décida de pimenter les choses. À partir du début des années 80, la stratégie du tanking se faisait de plus en plus présente. Cette manœuvre consiste à perdre volontairement des matchs. En effet, avec le pire bilan de la ligue, une équipe était certaine de drafter en premier ou second choix. Le tumultueux propriétaire des Clippers Donald Sterling s'exprima ainsi en 1982. On doit toucher le fond. Pour gagner, il va falloir perdre. L'année suivante, les Rockets proposèrent un enfer de basketball pour mettre la main sur le premier choix. Le coach texan alla même jusqu'à faire jouer le pivot quarantenaire Elvin Hayes tout un match pour ne pas prendre le risque de le gagner. Pari réussi, un jeu de pile ou face remporté, Houston mit la main sur le prodige Ralph Sampson. Un an plus tard, ces mêmes Rockets gagnèrent une nouvelle fois le premier choix, Hakeem Olajuwon. Le general manager des Sixers d'alors, Pat Williams, pesta publiquement. Les propriétaires de la ligue sont furieux de voir autant d'équipes perdre volontairement toute la saison pour le premier choix. Il était temps pour Stern de changer les choses. En 1985, les propriétaires de la NBA approuvèrent un nouveau système, la loterie. Désormais, avoir le pire bilan de la ligue ne garantissait plus le premier ou deuxième choix. Une loterie fut donc instaurée au travers de plusieurs enveloppes, sélectionnées au hasard par Stern lui-même. Selon ce mode de fonctionnement, les 7 équipes n'ayant pas participé aux playoffs avaient chacune 14% de chance d'obtenir le premier choix. Parmi les mauvaises équipes invitées à la loterie de 1985, nous trouvons les Pacers, les Clippers, les Sonics, oui, mais surtout les New York Knicks, représentés par sa légende Dave DeBusschere. Les saisons victorieuses du début des années 70 semblaient bien loin pour l'équipe de la grosse pomme. En 1985, les Knicks sortaient de leur pire saison depuis 20 ans. Entre blessures et performances catastrophiques, le Madison Square Garden était souvent à moitié rempli. Un fait rarissime pour une ville si passionnée par le sport. Les Knicks, comme toutes les autres franchises, avaient leurs yeux rivés sur un seul et unique joueur, Patrick Ewing. Ewing
Absolutely awesome. It feels so, good. We worked so hard to get here, we finally won it. It just feels great. En 1985, toute la planète du basketball n'avait que le nom de Patrick Ewing aux lèvres. Depuis le départ de Lou Alcindor du circuit universitaire en 1969, jamais la NCAA n'avait vu un pivot si dominant. Haut de 2,13 m pour 108 kg, Ewing possédait le package rêvé. Il pouvait marquer, défendre, prendre des rebonds, contrer. Le pivot jamaïcain n'avait pas seulement un impact énorme sur les cours. Avec son talent, les ventes de tickets de l'université de Georgetown explosèrent. Reçu par le président Ronald Reagan, la revue Sport Illustrated alla jusqu'à surnommer Patrick Ewing l'athlète le plus reconnu de l'histoire du sport universitaire. National Basketball Association in its 33rd season is troubled by diminishing crowds and declining television ratings, signs that fan interest may be waning. Anybody who cares has a theory about what's wrong. Tickets cost too much, the season's too long. Now the sticky theory, that there are too many blacks. I think there's a conflict between the white and the black, and I don't enjoy going to basketball and seeing all black players. Not a good week for the National Basketball Association, which had to face allegations that cocaine use is common among its players. Dans l'imaginaire populaire, les années 80 sont celles d'un succès fou pour la NBA. En réalité, ce n'est pas comme cela que démarra le début de cette décennie. Avant l'explosion de la rivalité Celtics-Lakers, puis de Michael Jordan, la ligue était encore en plein chaos. Les audiences étaient pauvres, les conflits raciaux encore bien présents. Surtout, la compétition connaissait des problèmes certains de toxicomanie. Selon le Los Angeles Times en 1982, 75% des joueurs NBA étaient accros à la cocaïne. La situation était si difficile que la NBA passa très près de supprimer 6 de ses 23 équipes. Si les choses allèrent dans le bon sens à partir du milieu des années 80, David Stern n'avait pas le temps d'attendre. Pour lui, comme pour tous les observateurs, le fait que les New York Knicks, franchise du marché le plus important du pays, soient si mauvais était une monstruosité commerciale. Quelques semaines avant la loterie de la draft 1985, le New York Times écrivit « Il y a un fort sentiment parmi les dirigeants de la ligue et les responsables de la publicité que la NBA tirera un grand bénéfice si Ewing se retrouve avec un uniforme des Knicks. » Sam Kasten, alors GM des Atlanta Hawks, se remémora. « J'étais assis avec quelques gars de la NBA et je me souviens qu'un cadre de haut rang, que je ne nommerai pas, était à 1 000 000% convaincu de ce qui allait se passer. Il va chez les Knicks, il va aux Knicks, tout est arrangé. » En plus d'adopter le système de loterie, Stern décida de diffuser cet événement en direct à la télévision. Cela peut paraître anodin de nos jours, mais il faut comprendre qu'à cette époque, tous les matchs de play-off n'étaient même pas retransmis. Contrairement aux anciens froids et rigides commissionneurs de la NBA, David Stern avait une personnalité bien plus ingénieuse. Ayant grandi dans les pas de son père, propriétaire d'un délicatessen cachère new-yorkais, Stern maîtrisa très vite l'art de la communication. Un diplôme en droit de la prestigieuse Université Columbia plus tard, le commissionneur possédait un parfait mélange de bagou et de savoir. Pour la première loterie de draft de l'histoire, la NBA mit les petits plats dans les grands. Direction le luxueux Waldorf Astoria de Manhattan. Mais alors, comment choisir au hasard l'ordre des équipes? La Ligue élimina l'option de balles de ping-pong, par peur de voir ces dernières s'envoler hors du tambour. Un système d'enveloppe fut donc préféré, ce qui offrait la possibilité de clairement montrer le logo d'une franchise sur un papier. Tous les acteurs présents lors de cette cérémonie se souviennent d'une tension palpable. Pour cette première, diffusée nationalement, l'erreur n'était pas permise. Nous sommes le 13 mai 1985. Le moment fatidique des 2 heures de l'après-midi approche. La salle est plongée dans un silence glaçant. Thank you. The drum will now be turned to further mix the envelopes, and then I will conduct the drawing. La cérémonie débute. Stern ouvre les enveloppes une à une. Kings, Hawks, Sonics, Clippers. Les têtes tombent et il n'en reste plus que 2, Indiana et New York. Boy, I started sweating. I said, you know, my God, we got a chance. Yeah, I was like, let it be New York.
The second pick in the 1985 NBA draft goes to the Indiana Pacers. The horseshoe works. Basketball is back in New York City, my friends. Oh, I tell you, when you got down to the last three, I couldn't look. I couldn't listen to the commissioner. I was very nervous. It's just a wonderful thing having the #1 pick, and obviously I think everybody knows who our #1 pick is going to be, and we're very delighted. I think you knew too. Show what you got in your hand. He has number 33 all printed up here already. Patrick, there's confidence for you. Sensationnel. La vedette Patrick Ewing était en destination de New York. Les Knicks avaient été bénis par la chance. La chance, vraiment? Il ne fallut pas longtemps pour voir certains observateurs décortiquer cette loterie. Jack Wagner, l'homme ayant déposé les enveloppes, était mandaté par la firme Ernst & Whinney, supposée neutre. Lorsqu'il déposa la 4e enveloppe, celle des Knicks, il cogna le rebord, ce qui créa un pli visible. Alors que le tambour tourne, David Stern ne lâche pas du regard les enveloppes. Ne voulait-il pas perdre de vue celle des Knicks? Lorsqu'il se dirige pour tirer au sort, Stern, d'habitude stoïque, laisse entendre un souffle de stress. Le commissionneur plaça sa main parmi les enveloppes, celle pliée des Knicks était clairement visible. D'autres théories disent que cette dernière était réfrigérée afin d'être identifiable à main nue. Mais la théorie du complot ne s'arrête pas là. Ernst & Whinney, la firme légale derrière la loterie, était également un partenaire privilégié de Golf et Western, ces derniers étant propriétaires des New York Knicks. Jack Crump, alors président du Madison Square Garden, s'était exprimé sur le ton de la boutade avant la loterie. Si on ne draft pas Ewing, on appelle Ernst & Whinney pour leur dire qu'ils sont virés. Quelques semaines plus tard, aucune surprise, les New York Knicks mirent la main sur Patrick Ewing. Patrick Ewing. Well, Patrick, how does it feel? Feels great. I'm very happy that New York has chosen me in the draft. I'm happy to play in New York. New York is a fine city. Patrick Ewing is the biggest difference in the New York Knicks. I think he's a marvelous player. I think he's going to change the game around for him. He's going to be a force in the NBA. I'm looking forward to a good season. He's going to take us to a championship in New York. La draft de Patrick Ewing fut suivie d'une effervescence totale dans la grosse pomme. En 2 heures, 1000 abonnements de saison avaient été vendus. Pour la NBA, cette première loterie avait été un succès d'audience certain et rajouta encore du piment à la compétition. Oui, mais les critiques sur la légitimité du tirage au sort ne tardèrent pas à tomber. La réponse du toujours narquois David Stern: si les gens veulent dire que la loterie a été truquée, qu'ils n'hésitent pas. Au moins, ils parlent de nous. C'est incroyable. Élu rookie de l'année, Patrick Ewing fut la tête de gondole d'une équipe new-yorkaise, souvent en haut de l'affiche dans les années 90. Bien qu'il ne gagna jamais de titre avec les Knicks, Ewing s'inscrivit comme le meilleur joueur de l'histoire de la franchise. Depuis son transfert honteux aux Sonics en 2000, New York n'a plus jamais été un favori au titre final. Certains diront que bien mal acquis ne profite jamais. Comme toutes les théories du complot, celle de la draft 1985 est très probablement fausse. Peu importe, cet événement est resté gravé dans la grande, et parfois mystérieuse, histoire de la NBA. En ouvrant les portes conspirationnistes, d'autres drafts peuvent paraître litigieuses. En 1992, le Orlando Magic, nouvelle franchise chouchou de David Stern, était dans une situation compliquée. La draft arriva, l'équipe gagna la machine à cash Shaquille O'Neal. En 1997, des Spurs tourmentés financièrement mirent la main sur le très grand Tim Duncan. En 2003, les Cavs au bord du gouffre draftèrent l'enfant du pays LeBron James. Même chose pour Chicago avec Derrick Rose en 2011. Mais les contre-exemples existent également. En 2019, le très attendu prodige Zion Williamson aurait pu atterrir aux agonisants Knicks. Finalement, tout le contraire. Les bien plus confidentiels Pelicans de la Nouvelle-Orléans gagnèrent le précieux sésame. Truqué, pas truqué, la vérité ne sera jamais connue. Une chose est certaine, pour la NBA, la draft de Patrick Ewing par les Knicks est passée comme une lettre à la poste.